les téléspectateurs virent la série The Crown s'écrire en live devant eux, mais comment Buckingham gère-t-il cet épisode dans la réalité? La fin de ce feuilleton cathodique et digital n'est pas encore écrite, que déjà quelques leçons pour nos têtes non couronnées. Nous les évoquerons dans un deuxième plateau, après avoir décrypté la réponse sibylline de la famille royale, dont chaque poste, comme par exemple ce gâteau posté par Kate, dit plus qu'une interview avec Oprah Winfrey, à condition toutefois d'avoir les bons interprètes, et ça tombe bien, ils sont là, John Henley en anglais à Paris, du Guardian, et puis un Français, ou plutôt un Belge à Londres, Marc Roche, qui chaque semaine nous parle, nous raconte les Royals dans sa chronique du Point. Bonjour à tous les deux. Alors depuis le 7 mars, diffusion de l'interview de Meghan et Harry sur CBS, la monarchie britannique démontre une fois de plus toute la subtilité de sa communication. D'abord, ce communiqué de la reine, le 9 mars, qui dit « Les questions soulevées, en particulier celles liées à la race, sont préoccupantes. Bien que certains souvenirs divergent, elles sont prises très au sérieux et seront traitées par la famille en privé. » Une réponse, on l'a compris, à cet extrait. Il y avait aussi des inquiétudes et des conversations sur la couleur de sa peau quand il naîtrait. Le même jour que ce communiqué, le prince Charles refuse de répondre à une question posée à la volée. Alors que 2 jours plus tard, le prince William accepte de lancer quelques mots. Have you spoken to your brother since the interview? No, I haven't spoken yet, but I will do. And can you just let me know, is the royal family a racist family, sir? No, we're very much not a racist family. Quant à la reine, eh bien on la revoit, ou on la voit plutôt, apparaître dans une vidéo sur Twitter et Instagram le 14 mars, dans une réunion en visio avec des scientifiques à propos de la planète Mars. Alors est-ce un sous-entendu, Harry et Meghan qui vivraient sur la planète Mars? On s'est posé la question. Marc Roche, quid de cet indice? J'avoue qu'on a du mal à comprendre cette communication. La reine ne prend jamais de décision au moment, c'est-à-dire elle attend de réfléchir. C'est une redoutable tacticienne, pas une grande stratège, mais une redoutable tacticienne qui sait qu'il vaut mieux attendre, et puis là, on frappe dur, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé par ce communiqué sibyllin, mais tout était dit, parce que ce qu'ils disent dans le communiqué, c'est que la question la plus importante, la plus épineuse pour la royauté, celle du racisme, oui, voilà, on voit bien que c'est ça, on l'évacue de la scène publique pour aller dans la famille. Pourtant, vous dites, le sujet, il n'est pas évacué, puisque c'est à cette question qui est posée au prince Charles qui ne répond pas, et qui est posée à William qui répond. Donc on voit bien qu'il y a quand même une réponse. Tout a été bien sûr soigneusement préparé, parce que quand moi je faisais partie du Royal Rota, c'est-à-dire des correspondants royaux accrédités pour couvrir la monarchie, on vous disait bien que si vous lanciez une question, vous en étiez exclu, ou du moins sérieusement réprimandé. Qui pour nous est banal, en fait est impossible en Grande-Bretagne, sauf là. Absolument. Donc c'est visiblement planté par le palais qui a chargé la journaliste de poser la question à William sur la question la plus dangereuse pour la monarchie, celle du racisme. Charles, ils avaient le droit de la poser aussi, même s'il ne répond pas, ça a été là aussi une montée en puissance. Charles, là, c'était pas un journaliste accrédité pour poser une question au prince Charles qui, de toute façon, ne répond jamais à ce genre de questions. C'est intéressant parce que finalement, à ces petits indices comme ça, on voit que tout a été préparé. John Henley, alors est-ce une bonne tactique? Ce pacte entre la presse britannique, ou surtout les tabloïds, et la famille royale, dont on ne parle pas généralement, et on ne comprend peut-être pas en dehors de la Grande-Bretagne, mais le deal, en gros, c'est qu'on va soutenir la monarchie, et surtout la reine, sans faille, mais en contrepartie, on a le droit de tirer à boulet, et si on veut bien même d'inventer des histoires par rapport à tous ces personnages secondaires, on va dire, les personnages en périphérie. D'accord, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas accéder au trône, ceux qu'on peut jeter en pâture. C'est ça, la monarchie accepte de jeter en pâture, et ça a été le cas de Meghan et Harry. C'est un peu ça. Elle s'attendait, je pense aussi, à une mesure de protection.
oui, ce qu'elle a dit dans l'interview, largement. Ce qu'elle n'a pas eu. Mais alors ça, c'était effectivement ce qu'ils ont dit dans l'interview, que nous, on a découvert, que les Britanniques connaissent, mais nous avons découvert tout ça. Mais du coup, cette réponse de la monarchie, telle qu'on l'a détaillée avec Mark Roche, comment elle est prise en Grande-Bretagne? On n'a pas du tout l'habitude d'une réaction, on va dire, émotionnelle ou affective. Alors, ça veut dire que la famille britannique a bien répondu, c'est ça, selon vous? Avec ce qu'on vient de voir, c'était une bonne réponse? Pour l'instant. Pour l'instant, oui. On devrait étudier ce cas de gestion de crise dans les business schools parce que c'est absolument parfait comme ils savent le faire. Ils ont privilégié l'ordre de succession, à savoir la reine, le prince Charles, le prince William. Et ils ont quand même rappelé que Harry n'était que 6e dans l'ordre de succession et que c'est ça sans doute que Meghan a très mal vécu. Il y a la réponse par ordre de succession, puis il y a aussi la réponse telle qu'elle a fuité dans la presse. Et c'est vrai qu'il y a eu des révélations le 3 mars dans le Times annonçant que le palais ouvrait une enquête sur des anciennes plaintes de harcèlement contre Meghan. Alors ça, c'est quoi? C'est vu comme téléguidé, c'est ça? Ça pourrait indiquer que le palais n'est pas du tout innocent et qu'il sait très bien jouer ce genre de jeu. Je pense que ce n'est pas un hasard que 2 jours avant le fameux interview, des accusations refont surface. C'est des accusations en fait qui datent d'il y a 2-3 ans. Et ce n'est pas un hasard que ça s'est ressorti 2 ou 3 jours avant le fameux interview sur CBS. Et il y a eu d'autres choses dans la presse, Mark Roche, ou vous qui suivez ça de près en Grande-Bretagne, où vous êtes d'ailleurs, on ne voit pas de photo de la famille royale derrière vous, mais vous êtes... J'aurais dû les mettre. Vous auriez dû les mettre, mais vous êtes à Londres. Donc à côté de la riposte officielle, on l'a vu, de la riposte souterraine par voie de presse. D'ailleurs, j'ai vu aussi qu'il y avait une source qui citait que le prince Charles, c'est vous qui m'en parliez, trouvait que son fils avait les poches percées. Donc tout ça, c'est orchestré, si je comprends bien. Il y a le 3e pilier de la communication, celui des réseaux sociaux, sur lesquels la monarchie excelle, et ce jusqu'à la reine, dont, petit rappel, le compte Instagram a été inauguré en mars 2019 avec un premier post sur une lettre de son arrière-arrière-grand-père, le prince Albert, dont les coulisses elles-mêmes ont été publiées. Alors on voit la souveraine de 92 ans qui appuie elle-même sur le bouton et ça part dans les tuyaux sous les applaudissements qu'on entend. Et depuis, la reine se sert régulièrement de son compte, comme dans le chat là, sur la planète Mars qu'on vient de voir. Mais les vrais pros d'Instagram sont William et surtout Kate, dont le compte a fait l'objet, d'ailleurs, petit rappel aussi, d'une véritable guerre virtuelle avec Harry et Meghan, puisque les 2 princes avaient d'abord un compte commun, Kensington Royals, qui s'est scindé en 2 lorsqu'en 2019, à quelques jours de la naissance d'Archie, Meghan et Harry créent leur propre compte Sussex Royal, où ils postent les photos de leurs déplacements, comme cette journée du Commonwealth, dont le cliché est liké 561 000 fois, ou cette tournée en Afrique. Des images, cela dit, beaucoup plus institutionnelles que celles postées par William et Kate sur Kensington Royals. Eux, ils sont déjà les rois, au moins, de la photo de famille. On voit ce cliché, par exemple, pris par Kate. Alors, les posts mentionnent souvent une photo prise par Kate. Donc, voilà, là, c'est par exemple à l'anniversaire de William, les enfants qui chahutent avec leur papa, ou alors cette photo, fin 2020, de la première sortie au théâtre des enfants, une photo, tenez-vous bien, likée 1 million de fois. Donc on voit bien que les enfants sont les princes de ce compte, enfin pas de fait, de ce compte Instagram, où on voit qu'il y a de l'affect qui s'exprime. C'est là qu'il s'exprime tout l'affect de la famille royale, dirait-on. Du coup, on s'est demandé ce qui s'était passé sur ce compte Instagram depuis l'interview d'Harry et Meghan. Et ben voilà ce qu'on a trouvé. Un gâteau fait par les 3 enfants surmonté de cœurs, des cœurs que l'on retrouve dans ces dessins, des dessins faits pour la fête des mères anglaises le 14 mars et des dessins envoyés non pas à leur maman mais à leur grand-mère, la princesse Diana,
qui, on a vérifié, n'avait pas eu droit à tous ces cœurs les précédentes années. Alors, est-ce un message subliminal qui commence? Je ne sais pas. D'abord, c'est une question de génération, je pense, mais je pense qu'il maîtrise très très bien. Surtout Kate maîtrise très bien le message qu'elle veut envoyer. C'est que tout va bien, c'est la joie, c'est une famille qui s'aime, qui est soudée. Moi, je suis très contente là-dedans, et je pense que tout cela est fait très très sciemment. Pour contrecarrer, vous êtes d'accord? Mais du coup, ça veut dire qu'il y a de l'affect. Ça veut dire qu'il y a de l'affect. Alors, on parle toujours d'une communication victorienne, sans affect. Là, c'est la merveilleuse photo de famille. Kate elle-même prend les photos. Et ça permet aux membres de la famille royale de court-circuiter les tabloïds, dont ils ont besoin d'un côté, mais qu'ils méprisent d'un autre, court-circuiter les tabloïds pour passer directement leur message au public et au public jeune. Donc c'est un message d'amour. Cela dit, là, c'est pas l'ordre protocolaire, c'est l'ordre inverse, parce qu'on a d'abord eu les photos de fête des mères, et puis après, le prince Charles qui lui poste une photo dans les fleurs avec Camilla le 20 mars, veille du printemps. Alors cette photo, c'est un signe, là aussi? C'est extraordinaire, cette photo, parce que l'opération Meghan et Harry visait, entre autres, à ce que Meghan se drape dans cet extraordinaire héritage caritatif de la princesse Diana. Oui. Et elle l'a dit plusieurs fois pendant son interview. Donc il fallait absolument effacer cet objectif. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On montre le prince Charles et son épouse, l'ex-maîtresse, que Diana détestait au demeurant, au milieu de fleurs. Enfin, c'est extraordinaire. En termes de message, on ne peut plus cruel. Cruel, ah oui, carrément. Remarquable ou cruel? Cruel, mais efficace en même temps. Vous regardez les commentaires. Deuxième commentaire, on voit qu'ils s'aiment. Ah, donc voilà, encore l'amour. Ça a l'air, c'est efficace. Mais est-ce que c'est une évolution? Parce qu'on rigolait, nous, dans l'équipe, en se disant, finalement, il y a de l'affect, même si effectivement, on peut mettre des grands cœurs et tous se détester, mais ça renvoie une image, justement, plus détendue aux Anglais. Je pense que dans l'ancienne génération, la génération de la reine et de Philippe, qui d'ailleurs a eu, pour cette question vraiment essentielle, comme a dit Marc, du racisme, je veux dire, il y a eu des incidents, il y a eu des gaffes avec le prince Philippe dans le passé. Il a vraiment dit des choses. Il y a longtemps, ça. Il y a longtemps, mais je veux dire, ça existe. Je pense qu'il y a une différence de deux générations. Il doit forcément avoir de l'affect. La génération de William et Kate, je pense qu'il doit y avoir de l'affect. Ils mettent de l'affect. Ça, c'est une évolution de la monarchie. Alors, cela dit, il reste encore une sérieuse marge et une bonne marche pour atteindre la décontraction de Harry, qui, quelques jours avant l'interview à CBS, donne la pleine mesure de son style. On en a beaucoup moins parlé et pourtant on pouvait le voir sur YouTube. C'était une interview, un show diffusé par CBS dans lequel il monte en bus. We all know what the British press can be like, and it was destroying my mental health. I was like, this is toxic. Yeah. So I did what any husband and what any father would do, is like, I need to get my family out of here. But we never walked away. And as far as I'm concerned, whatever decisions are made on that side, I will never walk away. I will always be contributing, but my life is public service, so wherever I am in the world, it's going to be the same thing. Oh, just no interest. Come on! Ah! Oh, that's disgusting. Shut up. No way. Oh, that's impressive. That is ridiculous. On a beaucoup parlé de l'interview à Oprah Winfrey, mais alors que penser de celle-là, dont il est pour le coup le seul protagoniste? Il n'y a pas sa femme, là, il n'y a pas Meghan. Il marque sa différence, il souligne qu'il est dans une nouvelle réalité, il est dans une nouvelle vie, et il veut vivre cette vie selon d'autres règles. Je pense que c'est surtout ça. Et c'est ça qui a été vraiment le problème, je pense, avec Meghan, c'est que c'est une célébrité, mais elle joue sa célébrité selon d'autres règles. Oui, mais là, c'est lui qui le fait, c'est pas Meghan, oui, c'est lui. Il a rejoint Meghan, il est au pays de Meghan. Il est au pays de Meghan, dans un bus, et cela dit, il fait quand même, Marc Roche, le parcours du combattant, et d'ailleurs, au moment où il vient de se faire retirer, alors attention, c'est nomination militaire, c'est par la reine. Voilà, j'espère que je me trompe pas dans les termes. Donc, est-ce que c'est un signe aussi, ça ?
Absolument, il a très mal pris. C'est un militaire, c'est son univers. Pendant 10 ans, il a servi son pays, il a combattu en Afghanistan, il a créé les Invictus Games, et donc la notion militaire est très importante pour lui. Et la reine, là, a frappé là où ça faisait particulièrement mal, en lui retirant ces titres honorifiques auxquels il est très attaché. Et je pense que c'est cette réaction à cette décision que l'on a vue dans cette émission qui avait quelque chose de pathétique, parce que d'un côté, il veut protéger sa vie privée, et de l'autre, il se donne en spectacle. C'est plus une réponse destinée à la Grande-Bretagne que, comme le disait John Henley, une manière de dire qu'il vit différemment. Pour la famille royale, le lien avec l'armée, comme avec la religion anglicane, comme avec l'aristocratie, est essentiel. Et donc là, ils ont frappé où il le fallait, et lui a réagi. Ça n'a pas réussi malheureusement, parce que la reine est commandante en chef des armées, et les armées, c'est la couronne. Oui, c'est une réaction un peu d'impuissance, on peut dire, même s'il fait très bien le parcours du combattant de manière très puissante, finalement, il n'a pas pu faire grand-chose. Merci beaucoup, Marc Roche, pour ce décryptage. Puis on vous retrouve dans les Chroniques du Point pour suivre tous les épisodes du feuilleton qui continue. On accueille maintenant Élodie Mielzarek pour une plongée dans les symboles et la tasse de thé de Harry, toujours dans ce fameux bus. Henry Winkler. Who? Henry Winkler. I guess steal the forward part's not a good idea. Les rires sont enregistrés, mais il crache son thé. Enfin, pour de vrai, du moins, a-t-on l'impression. Bonjour Élodie Mielzarek. Alors, vous êtes sémioticienne. Alors, justement, comme depuis le début de l'émission, on parle de symboles. Un petit commentaire sur ce symbole, cracher son thé comme ça dans le bus. On ne peut s'empêcher d'y voir, là encore, un message à la monarchie britannique. Oui, mais c'est tout à fait juste. C'est vrai que c'est notamment le pédopsychiatre Julian Ajuyarguera qui a beaucoup travaillé sur la tonicité des enveloppes corporelles des nouveau-nés, qui nous rappelle que l'ouverture et la fermeture de la bouche, c'est une manière de se présenter au monde. Et ici, effectivement, ce thé qui est avalé symboliquement, qui est vraiment effectivement la boisson des Anglais par excellence, eh bien cette manière effectivement de l'avaler, de le recracher, symboliquement, effectivement, c'est très fort, et on voit bien comment les rires sont aussi forts que le symbole est déchu. Le symbole est déchu. Et d'ailleurs, vous parliez des enfants, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on voit que cette réponse de Harry, elle a un côté assez, on va dire, juvénile, non ? Il y a un côté un peu enfant rebelle, quoi, jusqu'au bout. Mais c'est tout à fait juste. Le Benjamin, c'est toujours celui qui a été le plus chouchouté, et finalement, c'est toujours celui qui a le plus la possibilité d'exprimer sa créativité. Et ses élans émotionnels sont ce qui l'anime le plus. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve chez Harry. C'est toujours le plus libre, en fait, quelque part, et le moins conformiste. Une petite réaction ? Mais aussi, je veux dire, c'est une façon aussi subliminale, ou non, je ne sais pas, de se moquer de la famille royale. Je veux dire, la cérémonie du thé, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important en Angleterre. Et aussi, il y avait eu un sondage il y a quelques années maintenant, selon lequel un pourcentage considérable des Anglais rêvaient au moins une fois que la reine vienne leur rendre visite pour prendre le thé. C'est aussi la mise en scène de la cérémonie du thé. Ouais, donc c'est un vrai message. Alors, c'est intéressant parce que on a beaucoup parlé de Meghan. Hein, c'est finalement l'interview sur CBS, c'était l'interview de Meghan. Et c'est vrai que là, on voit que ce style, on va dire, assez potache ou du moins rebelle, comme vous disiez de Harry, contraste avec celui de l'interview, même s'il y dit les mêmes choses. Petit rappel. Pensez-vous que vous seriez parti ou que vous seriez retiré sans Meghan? Non. La réponse à votre question est non. Je n'en aurais pas été capable, parce que j'étais aussi piégé. Alors, en termes d'image, il y a quelque chose qui nous a frappé, c'est que le style de Meghan, il est très, très hiératique, hein, finalement, beaucoup plus que celui de sa belle-sœur Kate et future reine. Alors, un exemple, cette photo publiée sur Instagram, parce que Harry et Meghan se sont retirés d'Instagram, donc ils publient via le compte d'un ami photographe, et c'est donc sur le compte de cet ami qu'ils annoncent la grossesse de Meghan. Hein, c'est une photo très travaillée, très posée, et qui contraste avec les photos qu'on voit sur le compte de William
William et Kate, avec des photos beaucoup plus amateurs, hein, que ce soit Kate qui les prenne ou Kate mise en scène, ou mise en scène même pas, d'ailleurs photographiée comme ça un peu à la volée, en train de vider des cartons pour une association caritative. Alors là, je ne sais pas qui est le plus dans les codes de Diana, mais ça pose question. Mais oui, peut-être... Je veux dire, authentique, mais je veux dire, plus artificiel, aussi artificiel. Ah, aussi artificiel. Ça fait authentique, mais c'est du faux. Bah oui, je vais regarder là. Je veux dire, ce n'est pas une photo qui a été prise à l'arraché comme ça. Ça a été posé. Vous voulez également. dire quand elle photographie les enfants qui chahutent pour Instagram, vous voyez la pose aussi, même si c'est... Je pense qu'il n'y a rien qui se passe sur les comptes sur des réseaux sociaux, des comptes de la famille royale qui se passent par accident, par hasard. D'accord. Bon, d'accord. Donc ça met un petit coup. Cela dit, ça joue la spontanéité, alors que les autres jouent la pose. On se demande pourquoi. Ça joue la spontanéité, mais c'est tout aussi posé. Et pourquoi, selon vous, les uns jouent la spontanéité et les autres jouent, justement, notamment Meghan, ce côté très hiératique qui ne rappelle pas Diana, pour le coup, ou alors il y a des choses qui m'ont échappé? Mais je crois que ça fait partie aussi, justement, de cette dimension liée à son imaginaire, à la dimension fantasmagorique, la grande actrice qui se prend aussi en photographie, avec des codes particuliers, des codes sépia, etc. Je crois qu'il y a une manière aussi de renouer avec cet univers-là, qui est un univers très pictural, qui est de cet ordre-là. Mais je pense qu'il y a aussi un élément qui me semble tout à fait important, qui est hautement symbolique et qui est souligné d'ailleurs dès le début de l'interview avec Oprah Winfrey et que l'on retrouve sur cette photographie, puisque vous en parlez. Dès qu'elle arrive, Meghan, Oprah Winfrey lui dit « Ah, mais vous êtes vraiment enceinte !» Et c'est vrai qu'elle arrive avec son gros ventre rond. Et je crois que au-delà, enfin en tout cas ce que porte ce ventre rond, je crois que c'est aussi un projet politique. Et c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé de ce symbole-là, qui à mon avis me semble très fort, et me semble très fort notamment par rapport à la dynamique temporelle dans laquelle s'inscrit l'interview. Au même moment, le prince Philippe va à l'hôpital, il n'est pas en très bonne santé, vraisemblablement ses jours sont un petit peu comptés. Il y a tout un récit oppositif qui est en train de se construire, un récit qui est du type regardez, moi, américaine, quelque part, je porte l'avenir. C'est le nouveau monde versus l'ancien monde. Et ça, très facilement, elle vient le réactiver. Elle vient le réactiver avec cette maternité, cette fécondité du nouveau monde. C'est clair, mais je pense que dans le style des deux photos aussi, tous les deux sont en train... Ils veulent, comme j'avais dit... Avant, ils veulent marquer leur différence. Harry et Meghan veulent dire avec cette photo, nous aussi, on est capable d'être classe. Et Kate, elle va dire, moi aussi, je suis capable d'être spontanée. Chacun corrige effectivement ses points faibles, ou du moins essaye, on va voir si ça marche. Et bien justement, on va voir si ça marche. Merci beaucoup Élodie Mielzarek, avec Benjamin Grange qui a scanné pour nous les réseaux sociaux en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en France, bien sûr. On a envie de savoir. Benjamin Grange, bonjour. Bonjour. Alors, verdict, comment ça a été perçu? On va peut-être commencer par la Grande-Bretagne, non? Je dirais la royauté britannique a bien géré les choses. Si on regarde... Confirmé. Voilà. On voit, c'est le sentiment, ça veut dire que ça, c'est le sentiment des Anglais vis-à-vis de la reine. Ils sont toujours dans le vert. L'interview ne les a pas perturbés. Exactement. Et c'est là, où c'est intéressant, c'est que quand on dit le sentiment, c'est la teneur des conversations qui traitent de cet événement au sens large. Conversations sur les réseaux sociaux, je précise. Et là, vous avez une courbe qui va du 20 février jusqu'au 20 mars. Donc, on a une bonne fenêtre sur l'événement. Vous voyez qu'il y a une toute petite pointe rouge. Mais la pointe rouge, elle est avant l'événement. Dès qu'il y a eu la réaction... la peur de l'événement. Dès qu'il y a eu la réaction de la reine, avec notamment le communiqué, ça a tout de suite stoppé les choses. Et d'ailleurs, on voit très bien que la royauté, en tout cas, vue du peuple britannique, elle n'est pas en danger. Incroyable. Ah oui, donc ça a parfaitement fonctionné. Et en France, alors, parce que nous aussi, on s'est passionnés pour cette histoire. Est-ce que ça a beaucoup fait parler et comment les Français sur les réseaux sociaux ont réagi? Passionné, c'est peut-être trop dire, mais si on prend en comparaison par rapport à la Grande-Bretagne, on s'aperçoit que nous, les commentaires sur cet événement étaient majoritairement négatifs. C'est-à-dire que... Mais c'est négatif sur Meghan et Harry ou sur la reine? C'est négatif sur l'événement en lui-même. Ça fait rire. Enfin, je veux dire, il y a vu de la France, on est quand même dans une logique presque de crépage de chignon. Et donc, forcément... Cette monarchie britannique, c'est ridicule. Ça fait rire. C'est très français dans son appréciation. Et puis, la période, en même temps, elle fait doucement
doucement sourire. Donc voilà, c'est plutôt le ton humoristique. Et d'ailleurs, on le voit à travers les emojis qui dominent les conversations, en tout cas en France, sur cet événement. Donc les Anglais nous ont fait rire. Il y avait la pandémie, il y avait le Covid. Heureusement, les Anglais nous ont fait rire. Et alors aux États-Unis, parce qu'on prête quand même des volontés très politiques. Certains l'ont dit à Meghan, une entreprise du moins pour asseoir leur futur aux États-Unis avec ses contrats avec Netflix. Alors est-ce que ça a fonctionné aux États-Unis, l'opération Meghan et Harry, et quid de la vision pour les Américains de la monarchie? Aux États-Unis, dans les 30 derniers jours, eh bien Meghan est passée pour quelqu'un de pas très crédible. Et il y a finalement 3 grands points qui ressortent. Le premier, c'est que l'interview de Meghan a presque été perçue comme la performance de sa vie en tant qu'actrice. Voilà. Ça, c'est pas gentil, hein. Et en fait, cette litanie d'arguments, quand elle disait qu'elle était sous la pression, sous le microscope, qu'elle était une victime, et à un moment, c'est presque trop, c'est trop. Et puis, deuxième chose, et c'est probablement l'élément majeur, c'est en fait dans quel contexte culturel ça s'inscrit. Et aux États-Unis, on est vraiment dans la woke culture. On combat contre le racisme. C'est souvent le combat d'un certain nombre de minorités qui le font d'ailleurs avec détermination et toujours dans une volonté de justice et d'équité. Alors on se dit, elle était en fond là-dedans. Ça n'a pas été perçu comme très crédible, d'abord parce que, vu leur rang, vu les cachets, voilà, Meghan Markle. La reine 1, Meghan 0, partout dans le monde. Voilà, c'est ça. La population était beaucoup moins sensible à Meghan que les médias n'en font écho. Et au de la fin? Oui, non, mais je pense que ça rime complètement avec. Je pense qu'on a parlé beaucoup en Grande-Bretagne de cataclysmes, de catastrophes, de désastres pour la famille royale. Ça n'a pas été ça du tout. Non. Pour une fois, tout le monde pense comme les Anglais, ou ils sont d'accord avec tout le monde. Je sais pas comment dire. Je sais pas, mais le véritable défi, ça sera le passage de pouvoir à Charles. C'est Charles ça, qui est le vrai sujet. beaucoup moins alors ça, populaire ce que la sera reine, la prochaine émission. On guettera, même si Charles nous a fait une jolie photo sur Instagram, ce sera pour une prochaine émission. Pour nous, ça va être le défi du montage. Merci.